Consommation de cannabis, état des connaissances. Donc, je vais vous parler qu'est-ce qui est le plus récent, qu'est-ce qui est sorti dans les dernières années sur le cannabis. Une des choses importantes à se rappeler, c'est que quand un produit est prohibé, quand on fait des études, c'est compliqué. Il faut demander des exemptions. Les comités d'éthique ne sont pas toujours fervents à l'idée qu'on fasse des expérimentations. Donc, ce qu'on fait, c'est que souvent, on prend des gens qui consomment déjà le cannabis, puis là, on leur dit, par exemple, quand tu auras consommé ton joint, appelle-nous, on va faire des tests au laboratoire, mais nous, on ne s'occupe pas d'acheter ni de distribuer le cannabis à ce moment-là. Ce qui fait en sorte que dans les résultats de recherche, il faut toujours faire attention parce que le cannabis que les participants consomment n'est pas contrôlé. Donc, ce n'est pas toujours une substance qui est standardisée. On ne sait pas trop ce qu'ils consomment, puis on leur fait confiance qu'ils ont consommé juste du cannabis aussi, hein, quand on fait les tests. Donc, à garder en tête. Au niveau du plan de la présentation, je vais dans un premier temps vous parler du produit. Donc, c'est quoi les agents actifs? C'est quoi les modes d'administration, les nouvelles technologies aussi en lien avec les modes d'administration, qu'est-ce qui se passe sur Internet, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent sur Internet. Ensuite de ça, on va regarder au niveau des effets d'intoxication. Je vais essayer d'aller un peu plus loin là, que les effets que vous connaissez. Effet d'une consommation chronique, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait moins, puis qu'est-ce qui est de l'ordre de vraiment de la rumeur et qui n'est pas nécessairement basé là, sur des données. Les effets sur la santé mentale. Les effets sur la santé mentale, je lisais un article récemment, et le Québec, on est une des seules provinces au Canada qui capote sur les psychoses toxiques puis qui n'arrête pas d'en parler tout le temps. Les autres provinces canadiennes ne sont pas aussi alarmées par les psychoses toxiques, puis je vais vous en parler pourquoi c'est différent. Au niveau aussi de l'intervention, on va regarder au niveau du sevrage, qu'est-ce qui s'écrit là-dessus. Détection d'une consommation problématique. Donc, vous le savez, dans vos consommateurs, vous avez eu des consommateurs qui venaient pour un problème de cocaïne, un problème d'alcool. Puis là, on se rend compte qu'ils consomment aussi du cannabis, mais ils disent ça, j'ai pas de problème avec ça. Hein? Donc, c'est quoi des petites questions qu'on peut poser pour regarder avec la personne? Est-ce que ça serait possible peut-être que tu aies un problème? Donc, il existe des outils. Puis, je vais vous parler de quelques nouveautés. Il y a plein d'affaires que vous savez déjà, mais je vais essayer de vous apporter là, des choses nouvelles que je pense que vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais c'est en guillemets nouveauté. Là. Donc, le produit, un peu comme ce que Serge a dit au niveau de la dangerosité, mais moi, je veux vous parler davantage de la dose létale. Donc, ça prend combien en termes de quantité pour mourir d'une surdose de cannabis? Ce qui arrive, c'est que ça en prend vraiment beaucoup. Ces doses létales-là sont théoriques. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pris un être humain en disant « on va t'injecter du THC puis on va voir à partir de combien tu meurs. Hein? » C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne avec des souris. Puis la dose létale, c'est la dose où est-ce qu'il y a 50 de nos souris en échantillon. À cette dose-là, il y en a 50 qui décèdent. Parce qu'on sait qu'il y a des différences inter-souris et inter-humains en termes de tolérance et en termes de façon dont le corps réagit là, à la substance et à la surdose. Donc, pour vous donner une idée, là, au niveau du café, on parle de 118 tasses de café, je dirais, régulier. Au niveau de l'alcool, on parle de 13 consommations de fort qui seraient pris tout d'un coup. Donc, à ce moment-là, là, il faut penser à l'entonnoir, là, puis vous les prenez toutes d'un coup. Dépendamment du poids, là, ça varie beaucoup, mais à partir de 7 pour des femmes qui sont très menues, on peut commencer, là, il y en a qui sont décédées de surdose, mais disons en moyenne 13 chez les souris. Et au niveau du cannabis, on parle de 1500 livres de cannabis que ça prendrait pour tuer des souris. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie si vous voulez exterminer les souris chez vous, de mettre du cannabis à terre. Bref, c'est ce qu'il faut se rappeler. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les enfants qui ont été hospitalisés parce qu'ils étaient tombés sur des jujubes au cannabis, ils n'ont pas été hospitalisés parce que leur vie était en danger due à une intoxication. Ils étaient hospitalisés parce qu'ils ne se sentaient pas bien, l'anxiété était dans le plafond, il y avait peut-être des symptômes psychotiques, qui étaient agités. C'est pour ça qu'ils étaient hospitalisés. Mais on ne craignait pas pour leur vie à ce moment-là. C'est sûr que si je prends du cannabis puis j'ai la bonne idée de conduire mon véhicule automobile puis que j'ai un accident, bien là, puis que j'en décède, on pourrait dire que je décède de ma consommation de cannabis. Mais en termes de molécules et de doses,
C'est un produit qui est extrêmement sécuritaire. Souvent, les gens disent « Ah, on légalise parce que le cannabis, c'est bon. » On en a nos clients qui disent, qui ont ce discours-là. En fait, on ne légalise pas parce que c'est bon, mais on légalise parce que la prohibition, c'est bien pire. Okay? Actuellement, ils ont fait... c'est sûr que ce n'était pas des études là, standardisées puis tout ça, mais la presse est allée chercher différents échantillons à différents endroits à Montréal. Et là, vous le saviez sûrement, mais Métro Berry-UQAM n'est pas un bon endroit pour acheter le cannabis. Et c'est un des endroits où est-ce qu'ils ont acheté. Et ils ont fait tester ces cannabis-là pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans autre que les produits, les agents actifs qu'on connaît. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des bactéries. Le problème avec les bactéries qu'on a trouvées, comme celles que j'ai mentionnées, c'est que ça amène des troubles neurologiques. Si vous en fumez une fois, ce n'est pas grave. Ça ne vous amènera pas nécessairement des troubles neurologiques, mais si vous en fumez beaucoup, souvent, ça va vous amener des troubles neurologiques. On a trouvé aussi des moisissures, des spores de champignons. Hein, on sait qu'au niveau inhalé, ce n'est pas recommandé. Et on a aussi trouvé des pesticides qui sont toxiques et qui sont interdits par Santé Canada. Donc, c'est interdit pour les légumes. Fait qu'imaginez encore plus si on le met sur du cannabis puis que là, c'est inhalé. Donc, c'est encore pire en termes là, de nocivité. Et on ne sait jamais la concentration d'agents actifs. Alors, c'est comme un peu si demain matin, vous rentrez je sais pas, dans un dépanneur et là, vous êtes à la SAQ, vous avez des bouteilles, vous ne savez pas si c'est du 95 % d'alcool ou du 2 %, vous l'achetez, vous prenez une gorgée, puis là, vous attendez de voir, tu sais, c'est quoi le feeling. Puis là, vous dites, oh, ça doit être du 70. Fait qu'actuellement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit. Les consommateurs ne savent pas du tout ce qu'ils consomment, puis c'est un peu comme un test à chaque fois. Il y a des directives canadiennes qui sont sorties d'usage de cannabis à faible risque. Donc, on le sait qu'on l'a pour l'alcool, hein? Pas plus que 2 pour les femmes, 3 pour les hommes, 10 par semaine, on s'en rappelle jamais, mais... ils en ont sorti aussi pour le cannabis. Ils ne peuvent pas, compte tenu des limites de la science, dire telle quantité de cannabis à tel pourcentage de THC, c'est à moindre risque, mais ils ont quand même fait des recommandations comme d'attendre le plus longtemps possible avant de prendre du cannabis, de trouver des produits de cannabis à faible risque. Et là, ça, c'est très dommage qu'ils ne l'aient pas décrit dans leur petite affiche. On va en parler de c'est quoi des produits de cannabis à faible risque, d'éviter les cannabinoïdes synthétiques, d'éviter de fumer le cannabis parce qu'on sait qu'au niveau de la combustion, c'est pas bon pour la santé, blablabla. Bon, ces normes-là risquent qu'il y ait une refonte qui soit faite pour qu'elles soient plus utilisables par nos usagers. Il y a un autre document de référence, par contre, qui est seulement en anglais pour l'instant, qui lui a proposé vraiment des stratégies de réduction des méfaits. Et un des slogans de base, c'est « Start low, go slow ». Le GRIP Montréal, eux, utilisent l'expression « less is more ». Parce qu'en fait, plus tu commences tranquillement, bien, tu peux toujours en ajouter, mais tu ne peux jamais en enlever. Donc, c'est un peu le principe là, en termes de réduction des méfaits qu'on tente de transmettre. Ça, là, le numéro 2, je l'aime beaucoup. Considérer, c'est quoi le temps où est-ce que c'est approprié, puis la place où est-ce que c'est approprié. Hein? Souvent, les gens ont l'impression que quand le cannabis va être légal, tout le monde va se mettre à fumer partout, ça va sentir le pot dans les appartements, sentir le pot sur la rue, parce qu'en fait, on n'a pas de modèle de consommation contrôlé. Donc, éventuellement, on va avoir ce contrôle-là informel de c'est quoi qui a du bon sens, puis c'est quoi qui n'en a pas. Fumer avant d'aller faire une entrevue, inappropriée. Hein? On le sait pour l'alcool, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le cannabis, pour certaines personnes, ils n'ont pas ces modèles-là de c'est quoi une consommation qui est responsable, adéquate et sensée. Puis il y en a qui ne sont pas nés avec le jugement, fait qu'ils s'inspirent des autres à côté d'eux. De choisir des produits moins risqués, d'utiliser des méthodes plus sécuritaires. Sinon, dans les autres, essayer d'éviter les mix cannabis avec tabac et alcool. Et bien sûr, de ne pas conduire intoxiqué, c'est très important. D'essayer de réduire le plus possible la consommation. Le cannabis a différents looks. Donc, son apparence la plus connue, c'est la cocotte ici, le buds. Donc, c'est des fleurs, des bourgeons qui vont être séchés.
Dans les saisies qui ont été faites par la GRC, les taux sont autour de 15 au Québec. 15 de taux de THC dans ce produit-là. Ensuite, on a le hashish. Pour passer de la cocotte au hashish, on a ce qu'on appelle une extraction mécanique. Et là, je vous invite à aller sur YouTube si vous voulez des recettes là, de comment on fait. Mais en fait, c'est des filtres. On peut utiliser aussi une laveuse. Là. Les gros vendeurs, des fois, ils vont mettre ça dans des laveuses, puis ils vont faire spinner ça. Ils vont récolter ce qui va s'être collé aux parois à l'extérieur de la laveuse. Ils vont la démonter. Donc, ça, c'est quand on fait de la grosse production, mais sinon, une essoreuse à salade, ça peut aussi fonctionner. Mais tout ça pour dire que c'est une extraction qui est mécanique. OK? Il n'y a pas de produits chimiques mis là-dedans. Par contre, quand on parle de l'huile, puis la concentration au niveau du THC, ça va jusqu'à 35 %. En ce qui concerne l'huile, la wax et le châteux, ici, on a une extraction qui est chimique. Souvent, on va utiliser du solvant. Le plus commun, c'est le butane. Donc, on va utiliser ça pour fabriquer l'huile. L'huile, elle peut être très concentrée. Ça varie, ça peut être dépendamment du produit. Quand on prend l'huile et on la transforme en wax, qui est comme un peu un produit qui ressemblerait à du miel, mais un peu plus solide, peut-être du caramel, ici, on a des concentrations THC qui vont de 75 à 90 %. Donc, c'est extrêmement concentré. Donc, normalement, les consommateurs qui consomment ce produit vont prendre à peu près 1/4 de grain de riz. OK? Ils vont le mettre sur une pipe qui est spécialisée pour ça. Puis, c'est souvent pas nos petits consommateurs qui essaient le cannabis pour la première fois. C'est souvent des gens qui ont déjà une tolérance, puis que quand ils fument le cannabis comme ça, bien, ça leur en prend beaucoup pour avoir un effet, fait qu'ils vont switcher à des produits comme ça. Et ensuite de ça, on a le châteux qui a une apparence différente, mais en termes de concentration, c'est à peu près la même chose. C'est cassant, un peu comme du sucre d'orge, là, donc c'est solide. Et au niveau de la concentration de THC, c'est à peu près la même chose. Donc, les modes de consommation, celui qu'on connaît, que nos usagers connaissent, c'est le mode fumé sous forme de joint. Où est-ce que, traditionnellement, ici, le filtre, là, entre guillemets, c'est souvent une carte d'affaires. Alors, pensez-y quand vous donnez des cartes de rendez-vous, mais qui va être déchiré et qui va être roulé. Donc, c'est un filtre qui laisse quand même passer, là, passablement là, de fumée, puis il n'y a pas nécessairement, là, si vous déroulez le filtre, après, il est noir, là. Et il y a plus que du cannabis qui est fumé là-dedans, là. Il y a aussi tout le papier et tout ça. Ici, les gens vont souvent mélanger le cannabis avec le tabac pour essayer d'étirer un peu la sauce, mais il y en a aussi qui vont consommer que du cannabis là-dedans. Santé Canada a dit, bien, le cannabis, on le sait, au niveau médical, ça peut aider les gens qui ont le cancer, notamment à stimuler l'appétit. Hein, on le sait, les consommateurs de cannabis vont appeler ça les munchies. Donc, cette envie-là là, de manger là, complètement ce qu'il y a dans le frigo, puis des chips, puis envoyer là. Donc, c'est des munchies. Donc, ça a été prescrit à certains patients qui avaient le cancer pour stimuler leur appétit. Mais là, on s'est dit, bien, on ne peut pas leur faire fumer. Là, c'est sans changer un piastre pour 4,25 $. Donc, ils sont allés vers un dispositif comme ça, qui est en fait, ça s'appelle un vaporisateur. Donc, c'est fixe. Celui-là, c'est le seul qui est homologué par Santé Canada. Donc, vous l'avez, là, la structure ici. Vous avez ici une plaque chauffante. Donc, ça va chauffer le cannabis juste en dessous du point de combustion. Et les émanations, ce qui va être libéré dans l'air, va être recueilli dans un sac en plastique comme ça. Donc, ce n'est pas de la fumée qu'il y a là-dedans. C'est vraiment de l'air avec les molécules de cannabinoïdes. Et ensuite de ça, la personne va détacher le sac puis va l'inhaler. Ces machines-là coûtent très cher. On parle d'un 800 $, zéro accessible pour nos clients. Et les petites machines à 20 $ qui sont vendues là, dans les magasins, bien, finissent par faire de la combustion. Donc, ce n'est pas nécessairement là, mieux si les gens qui veulent vraiment investir, qui veulent vraiment avoir une machine qui ne fait pas de combustion, il faut investir de l'argent. Récemment, sur le marché, il est sorti des machines portatives, parce que c'est sûr que là, on ne peut pas aller dans un festival, hein, consommer en plein air avec ça. Donc, ils ont sorti des machines portatives. Donc, c'est le même principe. Donc, il y a un élément ici qui chauffe. Vous mettez votre cannabis là,
puis vous allez inhaler là, par une petite fente qui va être au haut du produit. On parle de 200-300 $ pour ces machines-là. Il n'y a pas eu encore il y a eu les études du fabricant, là, mais des études indépendantes là, qui nous amènent là, à voir qu'il n'y a réellement pas de fumée puis pas d'effet néfaste dû à la combustion. Mais bon, il y a aussi des machines qui sont vendues sur Internet autour de 50 $ qui viennent de la Chine, qui seraient des bonnes copies, pareilles, de ces machines-là. Bref, un autre produit qu'on vend, que les vendeurs vendent beaucoup, c'est sous forme de cigarette électronique comme ça ici. Donc, vous avez ici l'huile qui est là et vous avez une recharge USB pour pouvoir la brancher dans votre ordinateur et vous pouvez remplacer ici, c'est rechargeable, donc vous pouvez remplacer la capsule. Vous avez aussi des modèles où est-ce que la petite capsule ici n'est pas rechargeable. Certains jeunes se sont dit dans le passé, « Ah, je vais utiliser ma cigarette électronique traditionnelle puis je vais mettre de l'huile de cannabis dedans ou je vais mettre de la wax ou peu importe dans ma cigarette électronique pour le tabac. » Le problème, c'est que comme le cannabis, c'est liposoluble, ça se dilue dans le gras, quand vous mettez un corps gras dans une cigarette électronique traditionnelle, vous allez boucher certains mécanismes et elle va arrêter de fonctionner assez rapidement. Donc, les gens se procurent vraiment un produit qui est spécialisé pour la consommation comme ça. Ces petites machines-là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'actuellement, il y a des compagnies qui vendent des dispositifs que vous mettez au bout qui font en sorte que ça ne sent pas le cannabis, ça va sentir le melon d'eau, la pêche, etc. Là, vous choisissez votre odeur, mais il n'y a pas d'odeur qui émane de ça, l'odeur traditionnelle qu'on reconnaît. Donc, si un jour vous rentrez chez vous et vous sentez un petit parfum de melon d'eau et vous avez des jeunes adolescents, bien, posez-vous des questions. Ce n'est pas le Febreze, peut-être. Dans la consommation ingérée, Serge en a parlé, donc on a les produits, les muffins, tout ça, et on a des gens qui vont vendre le beurre de cannabis, où est-ce que là, on a déjà extrait les cannabinoïdes dans un corps gras, ils l'ont fait pour vous. Comme ce beurre ici, vous avez 942 mg de THC dans cette enveloppe-là, donc vous pouvez faire vos calculs, diviser les choses, vous arranger avec vos biscuits, pour finalement savoir c'est quoi la quantité qui risque de se retrouver dans chaque biscuit. Donc, ça se vend sur Internet. Vous avez des bonbons aussi qui se vendent sur Internet, qui ont toutes sortes d'emballages de couleurs. Et vous avez aussi des produits autres, là, comme des chewing-gums, de la gomme. C'est une absorption qui est oro-mucosale, donc c'est absorbé par les muqueuses de la bouche. Vous avez aussi des sprays, là, mais ça, c'est plus au niveau du cannabis médical qui peut être mis dans la bouche là, pour ce type d'absorption. Vous avez aussi du thé. Je doute que le thé fasse grand effet, mais bon, je ne l'ai jamais essayé, alors je ne peux pas vous dire. Et vous avez aussi sous forme de capsules comme ça ingérées. Dans le cannabis, vous avez peut-être des clients qui vous ont déjà parlé qu'ils consomment du sativa ou ils consomment de l'indica. En fait, c'est comme un peu, tu sais, les fraises. Okay? Le cannabis, ça serait comme les fraises. Bien, on a les fraises de l'île d'Orléans qui sont plus petites. On a les fraises du Mexique qui goûtent rien puis qui sont grosses. Donc, tu sais, on a différentes... C'est une espèce, mais on a différentes variétés. Donc, c'est le même principe avec le cannabis. Donc, tous les cannabis ne sont pas équivalents et ne font pas le même effet. Les deux grandes familles connues, c'est le sativa et l'indica. Le truc pour s'en rappeler, indica in the couch. Okay? Donc ça, c'est un cannabis qui va amener les gens à être plus relax et ils vont aimer plus le consommer quand ils sont seuls. Alors que le sativa va être consommé plus pour vivre une expérience. Puis quand on regarde, mis à part là, la grandeur puis le look, quand on regarde ici les taux de THC et les taux de CBD, j'y reviendrai sur qu'est-ce que ça veut dire, mais on voit que c'est pas pareil. Donc, ils n'ont pas les mêmes compositions en termes d'agents actifs. Donc, c'est pour ça qu'ils ne font pas, entre autres, le même effet. Ça, c'est à titre indicatif, okay? Parce qu'il peut y avoir des plants d'indica qui ont été croisés qui, finalement, font pas l'effet que l'indica fait habituellement. Même chose pour le sativa, il peut y avoir des croisements qui font en sorte que les agents actifs ne sont pas répartis de la même façon. Mais disons que ça peut donner une idée.
Donc, dans le cannabis, on en parle. C'est quoi les deux principaux agents actifs? Donc, on a le THC, que vous connaissez déjà. C'est lui qui est responsable des effets qui sont euphorisants. Puis ça me fait toujours rire quand je vois ça dans les études, parce que moi, j'ai aucun client qui me dit « je consomme du cannabis parce que je trouve ça euphorisant ». Mais dans les études, c'est comme ça qu'on nomme le fun. Euphorisant. Ça affecte les sens, donc le fait que les aliments goûtent meilleur, que le son de la musique, on a l'impression que ça sonne mieux, qu'au niveau du toucher aussi, bon, on s'entend, c'est pas de l'ecstasy, là, mais qu'on peut avoir des sensations différentes. Donc, c'est le THC qui est responsable de ça, et c'est aussi le THC qui est responsable des symptômes psychotiques et de la paranoïa. Très important à retenir ça. Symptômes psychotiques et paranoïa. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah, moi, le cannabis, ça me fait paranoïer ». Il y a deux possibilités. Soit qu'ils sont plus sensibles au THC, soit que ce qu'ils ont consommé, il y avait beaucoup de THC dedans. On ne sait pas. Et les symptômes psychotiques, plus les taux de THC sont forts, plus le risque de présenter des symptômes psychotiques va être grand. Le CBD, au départ, on pensait que ça faisait rien, ce cannabinoïde-là, parce qu'on l'administrait aux gens, on l'isolait, on l'administrait aux gens uniquement, puis on disait aux gens « Pis, ça fait, t'es-tu buzzé? » Puis là, les gens disaient « Non, je sens rien », fait qu'on s'est dit « Ah, ça fait rien ». Mais ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que ça faisait pas rien. En fait, ça avait un effet qui est modulateur sur le THC. Donc, ici, je vous présente ce graphique. Donc, on a trois groupes. Des gens qui ont fumé aucun cannabis, qui est notre groupe contrôle. On a des gens qui ont fumé un cannabis avec un certain taux de THC. Donc, mettons 12 %, c'est souvent ce qu'on retrouve là, dans les études. Et ensuite de ça, on a des gens qui ont fumé le même taux de THC dans leur cannabis, mais auquel on a ajouté aussi du CBD. Et là, ce qu'on voit, ce qui nous marque, c'est cette première différence-là marquée. Ce qu'on appelle « unusual experience », c'est les symptômes psychotiques. Donc, tout ce qui est au niveau de la perception, hallucination, tout ça. Donc, on voit que le CBD a vraiment un effet protecteur pour les psychoses toxiques. Ensuite de ça, on a regardé d'autres dimensions. Puis dans les autres dimensions, la seule où est-ce qu'il y avait une différence statistiquement significative avec le THC, c'est au niveau de ce qu'on appelle « introvertive anhedonia », donc c'est le fait d'être plus fermé sur soi-même, de moins avoir le goût de socialiser peut-être avec les autres. Donc c'est une drogue, quand il y a du CBD, c'est un peu moins une drogue de party, disons. Les gens vont aimer plus ça, être un peu comme je vous avais montré, là, si je reviens en arrière. OK? Quand on regarde l'indica, il est bien tout seul, puis ici, on aime mieux être en groupe. OK? Quand on regarde les taux de THC et les taux de CBD, ici, on a des taux de CBD qui sont très faibles, puis même, je vous dirais qu'il y en a beaucoup qui sont à zéro complètement, alors qu'au niveau de l'indica, bien, on a des taux de THC puis des taux de CBD, là. C'est sûr que le CBD est toujours plus bas que le THC, mais notable. Donc, c'est pour ça que ça fait un effet qui est différent. Mais là, le CBD, là... Oui. Fait que dans le fond, ça aide parce que l'anxiété, la paranoïa, c'est beaucoup associé aux symptômes psychotiques. Donc, le CBD, on a dit, bon, ils ont des propriétés anxiolytiques, puis il y a des propriétés antipsychotiques. Donc, au départ, c'est ce qu'on s'est dit, ça module les effets du THC. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça fait plus que ça. Si on l'administre individuellement, et là, j'arrive avec cette étude, c'est une étude qui est sortie en 2018. On a administré du CBD, 1000 mg, là, ce qui est quand même beaucoup, à des patients qui avaient des troubles psychotiques et que leur médication leur faisait vivre quand même des symptômes résiduels. Donc, la médication antipsychotique n'était pas efficace à 100 parce qu'on ne ferait jamais ça à un patient psychotique, de lui dire « on t'enlève ta médication puis on donne du CBD à la place pour voir si ça marche. Okay? » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on a pris ces patients-là. À certains, on a donné un placebo. À d'autres, on a donné réellement le 100 mg de CBD. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à différentes échelles, bien, ils s'amélioraient, les patients, de manière statistiquement significative. Donc, je vous laisserai le lire, là, c'est en anglais, mais ça suggère vraiment que le CBD, il y a des effets bénéfiques pour les patients atteints de schizophrénie qui prennent une médication. Alors là, ça vient, là, un peu, en bon français, fucker le chien. Parce qu'avant, on disait, le cannabis, c'est pas bon pour les gens qui ont des troubles psychotiques. Mais là, on ne peut plus dire ça. Le THC,
c'est très à risque pour les gens qui ont des symptômes psychotiques. Par contre, le CBD offre des opportunités qu'on n'avait jamais pensées avant. Et c'est assez intéressant parce que quand je présentais ces données-là à un groupe de parents qui ont un enfant qui est atteint d'un trouble de santé mentale, il y en a une qui me disait, je suis dans un groupe d'entendeurs de voix, et il y a quelqu'un dans le groupe qui dit, quand je fume mon cannabis, ça m'aide à moins entendre les voix. Est-ce que c'est parce que son cannabis il est fort en CBD? On ne le sait pas. Ça ne veut pas dire que à partir du moment où est-ce que ça va être indiqué sur les paquets, les gens qui ont un trouble psychotique vont se pitcher sur les cannabis qui ont juste du CBD parce qu'on s'entend que c'est plate au niveau de l'effet. Là. Je vous dirais que l'effet du CBD, là, c'est comme prendre des oméga 3. Là. Vous buzzez autant que si vous prenez des vitamines. Là. C'est pas, vous sentez rien. L'autre élément, et là, je n'ai pas l'étude en démonstration, mais c'est des effets anxiolytiques. Donc, quand on le prend, c'est pas comme une benzodiazépine qu'on sent un petit high léger puis feeling, un peu comme avec l'alcool. Quand on prend le CBD, on ne sent rien. Par contre, si on vous met dans une situation qui est stressante, par exemple faire un exposé oral, puis qu'on mesure vos taux de cortisol, on se rend compte que ceux qui avaient pris le CBD par rapport au placebo vont sécréter moins de cortisol. Puis quand on leur fait remplir des questionnaires sur leur expérience subjective d'anxiété puis de symptômes qu'ils ont ressentis, ils se rendent compte que les symptômes d'anxiété sont moins forts. Donc, actuellement, là, le CBD, il y a un hype au niveau de la recherche, notamment en santé mentale. Et là, le CBD, il y a d'autres cannabinoïdes aussi, là, mais le CBD, là, on pense qu'il pourrait aider pour plein d'affaires. Et même, on a testé sur des souris qui avaient des masses cancéreuses, on leur a donné du CBD, puis on s'est rendu compte que les masses ont rétréci. Attention, je ne suis pas en train de dire que le CBD guérit le cancer. Okay? On a observé ça chez des souris. L'être humain est très différent. Les cancers de l'être humain sont très différents de celui des souris. Par contre, c'est une avenue à vérifier. Okay? Et il y a d'autres choses aussi, comme il pourrait jouer un rôle de stimulant osseux, il pourrait être antibactérien, il pourrait aider notamment là, pour l'épilepsie. On a eu des cas d'enfants avec l'épilepsie. Les traitements anti-épilepsie, là, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Les parents étaient découragés parce que les médicaments n'étaient pas très efficaces. Leur ont donné du CBD. On a eu des cas là, spectaculaires d'enfants qui ont réussi à arrêter de faire des crises. C'est sûr que c'est de eux qu'on va parler. C'est des anecdotes. Donc, il faut faire de la recherche pour voir avec quel genre d'épilepsie, quel genre d'enfant, tout ça. Puis les cas que ça n'a pas marché, bien, ils ne s'en sont pas vantés, hein, parce que c'est quand même illégal. Donc, on n'a pas beaucoup de données pour savoir avec qui ça fonctionne, avec qui ça ne fonctionne pas, mais on a des anecdotes de gens avec qui ça a été révolutionnaire. Si vous voulez en savoir plus, aux États-Unis, là, sont déjà beaucoup plus avancés que nous en termes de connaissances sur les différents cannabinoïdes. L'e-Fly TV, là, c'est sûr que c'est un dispensaire, là, fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Par contre, ils ont des vidéos qui sont assez intéressantes. Donc, vous avez cette petite madame-là qui vous informe, là, puis c'est des vidéos éducatives qui sont de courte durée. C'est en anglais, par contre, il n'y en a pas encore en français, puis je ne pense pas que leur objectif, c'est d'en avoir en français. Mais par exemple, un des vidéos, c'est « 5 more basic cannabis questions answered ». Donc, vous avez ça. Vous avez aussi une série de vidéos qui s'appelle « Un scientifique répond ». Et là, entre autres, un des vidéos bien intéressants qui parlait du CBD, c'est qu'il disait « On peut utiliser le CBD en réduction des méfaits ». Donc, quelqu'un qui consommerait du cannabis puis qui dit « Oh, pelaille, là, j'ai dépassé mes limites. Il a mangé trop de chocolat au cannabis, puis là, c'est comme, là, il ne se sent pas bien. » Le CBD, ça se vend sous forme inhalée. Donc, comme les mêmes formes que je vous ai parlé, la personne peut inhaler le CBD, puis ça l'aide à faire descendre les symptômes anxieux. Donc ça, en termes de réduction des méfaits, ça peut être bien intéressant. Ça, j'en ai un peu parlé. Je suis allée à Vancouver pour un autre projet, puis j'en ai profité pour aller voir. Je m'étais fait dire que là-bas, il y avait des dispensaires qui vendaient. Puis moi, je m'attendais à ce que ça soit caché, tu sais, en arrière d'un comptoir, puis il faut que tu saches, puis c'est dans le fond du magasin. Pas en tout. Tu t'enfarges dans la rue, dans leur pancarte, écrit « Cannabis Dispensary ». Bien sûr, de 8 h du matin à 10 h le soir, c'est ouvert, parce qu'on sait bien qu'à 8 h le matin, c'est important d'avoir accès à du cannabis. 7 jours semaine, hein? Très important.
Et la façon que ça fonctionne, c'est que vous entrez dans ces boutiques-là. Ça, c'est mes photos personnelles en passant. Vous entrez dans ces boutiques-là et là, c'est un peu comme rentrer chez le bijoutier. Donc, tous les produits sont derrière des vitres et vous êtes obligé de parler avec un vendeur si vous voulez avoir accès aux produits. Ce vendeur-là vérifie si vous avez l'âge. Moi, il ne m'avait pas carté. J'ai dit, je peux-tu te poser des questions? Il dit, oui, let's go. Et il connaît bien la marchandise, il connaît bien les produits, il est capable de renseigner les gens. Et aussi, il est capable de dire, par exemple, bien, si c'est une personne qui n'en a jamais consommé du cannabis, cette dose-là est trop forte pour elle. Elle n'aura pas de fun dans son trip. Il est mieux de commencer à cette dose-là, par exemple. Puis, si ça va bien, d'augmenter. Donc, déjà là ce vendeur-là avait des principes de réduction des méfaits. Et il ne demande pas du tout la prescription. Et ça, c'est pas du tout caché. Puis quand on leur parlait au Québec que la légalisation amenait toutes sortes de débats, bon, soit qu'ils en avaient fumé du pont, mais lui, il trouvait ça bien comique parce qu'eux sont pris avec la crise des opioïdes puis le fentanyl. Fait qu'il se disait, oh, vous capotez pour le cannabis, ben je pense qu'il est temps qu'il soit légal chez vous. L'autre chose à savoir, c'est que le cannabis, actuellement, il se vend en ligne, en toute légalité. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui sont basées, notamment en Colombie-Britannique, qui ont leur propre site Internet, qui sont présents sur YouTube et qui livrent par Post Canada. En passant, ici, ce n'est pas une photo personnelle de moi qui ai essayé d'en commander, c'est une photo que j'ai prise sur Internet. Et vous avez déjà une commercialisation de différents produits. Donc, quand vous en achetez, vous pouvez avoir un free sample qui vient avec pour en essayer un autre. Vous avez des deals aussi. Donc, le cannabis le moins cher sur ce site-là était 2,99 $. Il s'appelait le Lazy Trimmer. Pourquoi? Parce qu'il restait des feuilles après. T'sais, il était moins bien arrangé que les autres. Donc, 2,99 $, c'était le prix le plus bas sur ce site-là. Et ce que vous ne voyez pas ici, ils vendent des bonbons, ils vendent toutes sortes de choses à manger, mais ils vendent aussi des concentrés. La wax puis le châteux, ils la vendent déjà. Et à quelque part dans le site, écrit en tout petit, il faut chercher, c'est écrit que c'est du cannabis médical. Mais jamais on va vous demander votre prescription. La seule chose qu'on va vous demander, c'est une preuve de citoyenneté canadienne puis une preuve d'âge, comme quoi vous avez plus de 19 ans. Donc, eux, ils n'ont pas voulu être en chicane avec l'Ontario, qui ont mis 19 ans, même si l'âge au niveau canadien est 18. Les effets maintenant. Là, je voulais vous entendre sur c'est quoi les effets recherchés de la consommation récréative parce que j'avais oublié que j'étais filmée puis que je ne pouvais pas vous questionner là-dessus, mais vous le savez, quels sont les effets recherchés de nos consommateurs de cannabis. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont consommer ça pour relaxer, se détendre. Il y en a beaucoup qui vont en consommer pour s'aider à s'endormir. On a des gens qui vont dire « ça m'aide à lâcher prise ». Tu sais, quand là, j'ai mon petit hamster dans ma tête, là, qui tourne, puis j'ai de la misère à, soit parce que c'est des inquiétudes ou soit parce que je rumine ma colère, bien, le fumer du pot, ça fait en sorte que mon petit hamster aussi en fume, puis là, il ne se rappelle plus qu'il fallait qu'il fasse la roue. Donc, ça aide. L'autre chose, il y a beaucoup de gens qui vont consommer quand ils vont aller dans des milieux festifs pour avoir plus d'effets, plus de buzz. Donc, en gros, c'est pas mal les effets recherchés par la consommation. Il y a d'autres effets qui peuvent être recherchés par les gens et un rapport qui est sorti en 2017, il y en a un aussi en 2016 là, de la même organisation, qui répertorie toutes les études qui ont été faites puis qui déterminent que, bien, il y a des études qui sont tellement bien faites et il y en a plusieurs qui pointent dans la même direction qu'il y a des évidences qu'on appelle substantielles. Okay? Donc ça, c'est ce qui est plus robuste en termes de recherche. On sait que le cannabis est efficace pour la douleur chronique, la spasticité dans la sclérose en plaques, puis l'amélioration de nausées, vomissements lors de chimiothérapie. Là, il manque le petit E ici. Et ça, on sait là, que, hors de tout doute, c'est aidant. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la douleur chronique, on ne devrait jamais prescrire des opioïdes pour ça, mais davantage penser au cannabis pour la douleur chronique. Les opioïdes, c'est bon pour l'aigu, pas très bon pour le chronique. Ça, bien, en fait, ça marche, mais ça amène de la tolérance, les gens augmentent leur dose, puis le risque de dépendance est plus grand. Il y a des évidences modérées au niveau du trouble du sommeil, seulement à court terme, hein, parce qu'on sait que ça affecte la qualité du sommeil, puis il peut y avoir des rebonds là, au niveau des cauchemars,
des rêves puis de l'anxiété. Évidence limitée, ça, ce que ça veut dire, c'est que les études ne pointent pas dans le même sens. Donc, il y a des études qui disent que ça aide, il y a des études qui disent que ça aide pas. Puis, une des raisons pour ça, c'est que souvent, le taux de THC puis CBD n'est pas considéré dans ces études-là, ce qui fait en sorte que pour certaines personnes, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Et là, on a besoin de plus de recherche avec ces études-là. Et le manque d'évidence, c'est que c'est souvent des anecdotes, donc des gens qui ont dit « moi, ça m'aide, puis ça fait toute la différence ». Et là, on est en train là, de faire des études actuellement pour voir, bien, est-ce que c'est anecdotique ou au contraire, non, c'est quelque chose, puis ça devrait être dans les recommandations. Comment on fait pour savoir si une utilisation est thérapeutique ou pathologique? Hein? Est-ce que la personne s'automédicamente pour des problèmes de santé mentale, puis c'est mieux qu'elle prenne du cannabis, qu'elle prenne son Seroquel? Ou, au contraire, l'usage est problématique? Donc, une des façons de faire, et ça, c'est pour n'importe quelle substance, que ce soit des opioïdes ou que ce soit du cannabis, il faut regarder c'est quoi les bénéfices. Est-ce que ça l'aide la personne à être plus fonctionnelle? Ou au contraire, ça fait en sorte qu'elle est moins fonctionnelle. Puis on le sait qu'au niveau de nos usagers, c'est des gens que leur consommation les rend moins fonctionnels. Ils perdent leur job, ou ils ont des absentéismes, ils perdent des relations importantes pour eux. C'est des gens qui finissent par être emprisonnés par leur consommation. Ils ne se sentent pas libres. Donc, comment on fait la différence entre les deux? C'est vraiment en regardant qu'est-ce que la substance t'apporte, puis qu'est-ce que ça t'amène aussi comme inconvénient. Donc, c'est une façon, mais c'est pas toujours facile à faire, cette balance-là. Puis des fois, la frontière n'est pas très claire, mais c'est une des choses là, qu'on peut se rappeler. Les effets secondaires de l'intoxication, parce que ça n'a pas juste des effets positifs, concentration et attention. Donc, l'attention partagée est affaiblie. Je tiens à le mentionner que c'est important parce que souvent, les consommateurs de cannabis vont vous dire « quand je consomme du pot, je me sens plus concentré ». Pourquoi je me sens plus concentrée? C'est parce que mon attention partagée affaiblie est affectée, ce qui fait en sorte que je suis comme dans ma bulle. Puis les stimuli qui sont autour de moi, je les sens, ils viennent moins m'agacer ou me déranger. Par contre, ce n'est pas une bonne médication pour le TDAH parce que ça affecte les fonctions exécutives aussi, donc ma capacité d'organiser, planifier les choses. Donc, si par exemple, je fais un examen puis j'ai fumé du pot, c'est sûr que mon collègue qui est à côté va moins me déranger. Par contre, je vais lire la question, puis là, la question va me faire penser à quelque chose, qui va me faire penser à autre chose. Puis là, je vais me dire, puis là, je vais faire un petit dessin parce que je me dis que ça serait cute sur ma feuille. Donc, puis là, je n'ai pas considéré le temps. J'ai une altération en termes de perception du temps. Donc, finalement, je finis, puis ma copie est pleine de dessins, puis je n'ai pas répondu à l'examen. Là, j'exagère, là. Mais ça n'aide pas à être meilleur à l'école, OK? Ce n'est pas une bonne médication pour améliorer la performance scolaire. Par contre, ils vont se sentir dans une bulle. Ça, c'est vrai. Au niveau de la mémoire, ça va affecter la mémoire de travail, donc le traitement et l'utilisation de l'information, un peu comme je vous disais. Donc, la personne va être en train de faire quelque chose, puis là, tout d'un coup, elle va se dire pourquoi je faisais ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, ça empêche l'enchaînement des pensées. L'autre chose que je voulais dire par rapport à l'attention partagée affaiblie, quand les consommateurs sont convaincus que ça les rend plus concentrés, ça peut toujours être intéressant de leur faire des petits tests de réalité. C'est-à-dire, puis un des tests, c'est de faire une recette qu'ils n'ont jamais faite, parce que c'est des étapes, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération, puis il faut organiser le travail dans sa tête. OK? Si j'ai consommé du cannabis, c'est sûr que j'ai oublié de préchauffer mon four. OK? Puis que là, j'ai commencé les étapes. Là, ma recette, je ne me rappelle plus à quelle étape je suis rendue. J'oublie des ingrédients. Je vais quand même arriver et être capable de faire ma recette. Mais combien de temps ça va me prendre? Combien d'erreurs je vais avoir faites? Donc ça, c'est les genres de choses qu'on peut leur dire, bien, écoute, fais le test de la réalité et vois si réellement ça améliore tes performances. Puis on donne des tâches là, qui amènent qui affectent les fonctions exécutives. Sur le plan psychomoteur, donc ça affecte les capacités motrices au niveau de la coordination, de l'équilibre, de la poursuite visuelle et le temps de réaction. Poursuite visuelle, c'est la capacité, OK, suis mon doigt. OK? Si vous voulez savoir si quelqu'un est intoxiqué, vous pouvez lui donner cette petite consigne et vous allez voir qu'à un moment donné, là, il y a de la misère. Le temps de réaction aussi, donc au niveau des réflexes, c'est moins bon. Par contre, avant que je parle de ça. Et donc, la SAAQ a déjà fait une campagne de publicité
sur le cannabis au volant, puis c'est assez comique, là. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous qui l'ont vu? Oui? OK. Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, là, c'est quand même assez humoristique. Par rapport à le risque d'accident, OK? Serge parlait tantôt là, du 2 nanogrammes là, qui circule et tout ça. En termes de recherche, on est mal pris. Quand on regarde avec l'alcool, donc le risque relatif là, d'un accident, ce qu'on voit, là, c'est qu'à partir de 0,05, on commence à avoir une augmentation, mais c'est à partir de 0,08 que vraiment, là, on sent que ça augmente de manière significative le risque d'accident. Le cannabis, les études ils pointent dans toutes sortes de directions. Il y a même des études qui disent que fumer du pot, ça diminue vos risques d'accident. Pourquoi? Parce que les consommateurs qui ont fumé, ils vont avoir tendance à conduire plus lentement. Donc, ils vont avoir tendance à, tu sais, par exemple, ils ne vont pas prendre nécessairement l'autoroute, ils vont prendre des petites routes. Par contre, si on fait des tests où est-ce que, par exemple, ils sont dans une voiture puis ils ont un écran, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont vraiment pas bons au niveau des réflexes. S'il y a un chat qui traverse la rue ou un enfant, ils ne seront pas capables d'arrêter à temps pour éviter l'accident. Par contre, ils ne vont pas conduire vite. Donc ça, c'est très compliqué. Puis de dire, bien, c'est un 2 nanogrammes, 1 nanogramme ou un 5, on n'y arrive pas pour l'instant. Les études ne s'entendent pas là-dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les effets puis les risques de la consommation, là, je n'ai pas parlé de la grossesse, des risques au niveau de la grossesse. Vous avez des rapports qui ont été faits par le Centre canadien des dépendances et de l'usage de substances. Anciennement, ça s'appelait le Centre canadien de lutte à la toxicomanie. Ils ont changé leur nom, on est très contents. Et là, ils ont produit une série de rapports. Donc, si vous voulez aller consulter ça, c'est très bien fait. En termes de grossesse, je vous le dis rapidement, c'est à peu près les mêmes effets observés que le tabac. Donc, ça fait des bébés qui ont plus de chances d'être prématurés, qui sont plus petits. Là, il y en a qui se disent hey, plus petit, c'est le fun, là, ça fait moins mal quand ça passe. Mais en fait, c'est qu'ils sont plus faibles. Donc, il y a souvent des complications à l'accouchement. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne chose, là. Et au niveau du lait maternel, ça passe aussi dans le lait maternel. Au niveau psychologique, on pense que probablement ça amènerait des déficits sur le plan attentionnel, mais il n'y a rien qui est clair et ce n'est pas évident. Donc, effet d'une consommation chronique sur les fonctions cognitives. Donc, ce qui arrive, c'est que quand vous êtes un consommateur régulier, le cannabis ne vous affecte pas juste quand le temps que vous êtes intoxiqué. Tu sais, les quelques heures que vous êtes intoxiqué, il va vous affecter aussi au niveau de vos fonctions cognitives après l'intoxication. Donc, vous êtes en train de l'éliminer, mais vous l'avez encore dans le corps, mais il vous affecte en termes d'attention, mémoire de travail, planification, organisation, blabla, apprentissage verbal. Et on a remarqué une corrélation avec le risque d'échec scolaire et d'abandon. Ça semble être réversible si la consommation elle a débuté après 18 ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des gens qui avaient commencé à consommer régulièrement après 18 ans, et là, ils ont été abstinents pendant 28 jours, puis après 28 jours, ils ont des aussi bons résultats qu'avant leur consommation. Il n'y a pas de différence. Par contre, c'est moins clair chez les adolescents. Mais là, on n'est pas capable de dire à partir de combien de jouets par semaine les effets peuvent être irréversibles. Est-ce que c'est chez tout le monde ou chez certaines personnes? Toute consommation de substances psychoactives durant l'adolescence, que ce soit de l'alcool ou du cannabis, ça affecte le développement du cerveau. Et en passant, les commotions cérébrales aussi. Et c'est très bien documenté. Pourtant, on n'interdit pas aux enfants de jouer au hockey. Hein? Donc, c'est toute une question d'intensité, de fréquence au niveau de l'adolescence. Éviter la consommation à tous les jours, puis le moins possible. En termes de diminution de taille du cerveau, si vous regardez la fiche de l'Association des psychiatres qui, eux, font la promotion là, de la consommation à partir de 25 ans, quand on regarde les études, le problème, c'est que c'est plein de bonnes intentions, mais ça ne tient pas la route. Donc, il y a eu une étude qui a dit que la consommation régulière de cannabis durant l'adolescence chez les consommateurs lourds, donc ceux qui consomment à tous les jours, ça fait diminuer le QI de 8 points à l'âge adulte. Bon, c'est un peu étrange parce que d'habitude, un QI, on donne ça en intervalle puis jamais en valeur pure.
Mais cette étude-là a été très, très critiquée en termes méthodologiques, notamment elle ne considérait pas le statut socio-économique et on sait que le niveau de stimulation d'un individu peut affecter son score à l'évaluation. On sait aussi que le stress puis la motivation à passer une évaluation de QI, ça peut influencer aussi le score. Si je veux performer à mon évaluation de QI ou je m'en fous, bien c'est sûr que je ne ferai pas le même effort cognitif dans les deux cas et ça peut venir altérer les scores et ça n'a pas été contrôlé. Et après ça, ils ont essayé de la reproduire à 2 reprises. Là, j'ai juste mis une étude, mais il y a une autre étude qui a aussi essayé de la reproduire, cette étude-là de baisse de QI. Ils n'ont jamais été capables de reproduire cette baisse de QI qui avait été observée dans une étude. Il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle j'appelle le cherry picking d'études. Parce que de prendre une étude à un endroit puis de dire « Ah, voilà », ça nous prouve que le cannabis, ça amène des échecs scolaires. Puis c'est sûr que si tu fumes du pot, tu vas couler tes cours. Il faut faire attention. Il y a une étude, on ne parle jamais de cette étude-là. Ils ont regardé des jeunes du secondaire, puis ils ont divisé en 3 groupes. Ils ont pris les gens qui consommaient de manière intensive le cannabis, de manière régulière. Ils ont pris le groupe de non-consommateurs, puis ils ont pris un groupe de consommateurs occasionnels qui fumaient 1 fois par mois au moins. Puis ils ont regardé leurs résultats scolaires. Selon vous, c'était quel groupe qui avait les meilleurs résultats scolaires? C'est celui qui fumait du pot 1 fois de temps en temps. Ce n'était pas les abstinents. Alors, il faut faire très, très attention quand on parle de cannabis puis capacité intellectuelle ou cognitive. Puis quand on parle aussi de taille du cerveau puis de différences anatomiques, oui, il y en a. Est-ce qu'il était antérieur à la consommation? Est-ce que c'est la consommation qui a amené ça? Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans l'environnement de l'individu qui expliquent ces différences-là? Donc, et les spécialistes ont statué qu'avec les études qu'on avait, il y avait aucune différence dans les volumes totaux du cerveau. Donc, c'est pas vrai que votre cerveau, il va rétrécir puis il va devenir vert. Et oui, il y a des différences dans certaines régions du cerveau, mais souvent, on n'est pas capable de répliquer ces études-là, puis les résultats, ils ne se tiennent pas beaucoup. Et ça, c'est 2017. D'autres éléments que vous avez vus probablement dans votre bureau que j'appelle des complications de la consommation. Donc, ici, vous avez le syndrome amotivationnel. Hein? Donc, c'est quoi? C'est d'être veg, c'est d'être très passif. Puis ça, on le voit chez nos clients. Des fois, on a des clients là, qu'on dirait qu'ils attendent qu'il y ait quelque chose là, qui fasse les choses pour eux. Là. Ils sont vraiment dans un état de grande passivité. Et ce syndrome-là, c'est très difficile pour les clients de l'identifier parce qu'il est apparu de manière progressive. Et c'est souvent quand ils vont faire des sevrages qu'ils vont réaliser j'ai plus d'énergie, il me semble que j'ai plus d'idées, il me semble que je fais plus de choses dans ma journée que rester écrasée devant la télé en mangeant de la pizza. Et donc, c'est un syndrome qui est très difficile à mesurer et pour l'instant, en recherche, on n'a pas encore trouvé des bons indicateurs pour être capable de le mesurer. Fait que selon la recherche, ça n'existe pas. C'est controversé, là. Par contre, il y a des nouvelles recherches qui commencent à sortir, notamment, là, on fait des scans fonctionnels du cerveau, puis on se rend compte que peut-être que les circuits en termes de motivation seraient différents chez certains consommateurs. Ça affecte surtout les consommateurs qui sont des consommateurs réguliers, mais pas tous les consommateurs réguliers non plus. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour mieux comprendre ce qui est observé en clinique. L'autre chose aussi qui peut être une complication, c'est la psychose toxique. Vous le savez, la psychose toxique, elle n'est pas juste faite avec le cannabis, ça peut être fait avec des amphétamines. Ça peut être fait aussi parce que ça fait 3 jours que vous ne dormez pas. Vous pouvez faire une psychose. Okay? On a fait des tests là, avec des militaires et c'est quelque chose qu'on sait qu'à partir de 3 jours où est-ce que la personne est privée de sommeil, même si elle n'a pas pris de drogue, elle commence à avoir des symptômes de paranoïa et possiblement des symptômes psychotiques. On a toute une plus ou moins grande fragilité aux symptômes psychotiques. C'est sûr que si on a une fragilité, qu'en plus on consomme un cannabis qui est fort en THC, bien, il y a des bonnes chances qu'on se retrouve à l'hôpital. Par contre, c'est à peu près 3 % des gens qui, dans leur vie, vont vivre un ou l'autre des troubles psychotiques. Vous avez bien plus de chances de devenir dépendant au cannabis, qui est environ en passant 9 % des gens qui consomment le cannabis dans leur vie en deviennent dépendants, 15 % pour l'alcool. Mais vous avez plus de chances de devenir dépendant au cannabis que de faire une psychose toxique. Pourtant, ça, c'est tellement spectaculaire que ça prend beaucoup de place dans l'espace public actuellement. Et
ça a des coûts importants là, en termes de qualité de vie, santé pour la personne qui en vit une. Et à partir du moment où est-ce que vous faites une première psychose, votre cerveau est fragilisé, ça augmente le risque d'en faire une autre. L'autre chose que je voulais dire par rapport à la psychose toxique, c'est que quand j'enseigne à l'université, j'ai beaucoup d'infirmières qui sont dans ma classe et ils me disaient, il me semble qu'on envoie beaucoup des psychoses toxiques à l'hôpital. Puis je disais, est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus de psychoses toxiques que, par exemple, d'intoxication, de coma éthylique ou d'intoxication à l'alcool ou d'autres troubles liés à l'alcool? Ce qu'ils me disaient, c'est que les troubles liés à l'alcool, comme les gens dessoulent assez rapidement, ils ne restent pas bien longtemps à l'hôpital. Mais les psychoses toxiques, ils restent 3-4 jours, des fois, hospitalisés avant que le médecin là, donne le congé. Donc, il y a cette impression-là qu'il y en a beaucoup, mais dans les faits, il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais ils restent plus longtemps, sont plus longtemps hospitalisés. Le cannabis et la schizophrénie et les troubles psychotiques, c'est très complexe comme relation. Là, j'ai commencé à en parler. Si vous voulez lire un livre qui est sorti, ça c'est 2017, qui fait vraiment état là, de toutes les études qui ont été faites là-dessus, mais qui apporte aussi un regard très critique. Je vous conseille fortement ce livre-là. C'est ce qui est le plus à jour. C'est ce qui est le plus complet en termes d'association cannabis, schizophrénie et troubles psychotiques. On sait que la relation est complexe. On sait que ça touche des gens prédisposés. C'est surtout les consommateurs qui sont, qu'on appelle lourds, c'est-à-dire qui consomment toujours et en grande quantité, beaucoup de THC. Et on sait aussi qu'à partir du moment où est-ce que la personne prend des antipsychotiques, si elle continue à consommer le cannabis, elle va diminuer l'efficacité de ces antipsychotiques. En fait, le THC qui est dans le cannabis va diminuer l'efficacité des antipsychotiques. Ce qui veut dire qu'il y a certaines molécules qu'on n'aurait pas prescrites d'emblée, qu'on va se mettre à prescrire, qui ont plus d'effets secondaires. Et des fois aussi, on prescrit des molécules qui ont beaucoup d'effets, comme le Haldol. Pour calmer la personne quand elle arrive puis est hospitalisée parce que les autres molécules ne fonctionnent pas. Il y a eu une étude aussi qui ont statué que la consommation de cannabis, là on parle de consommation régulière, entraînait un début de la maladie 2,7 ans plus tôt. Donc la personne, elle l'aurait développé quand même, mais elle l'a développé plus tôt. Donc au lieu de l'avoir développé, mettons, à 18 ans, elle l'aurait développé 3 ans plus tôt. Mais elle l'aurait développé de toute façon. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus tard vous développez une schizophrénie, le mieux c'est. Parce que le moins de pertes en termes d'acquis, en termes relationnels, en termes scolaires, vous allez avoir. Donc, c'est bien de retarder le plus possible le premier épisode psychotique. Cannabis et dépendance. Et là, je me réalise que là, je parle, mais qu'on n'a pas pris de pause. C'est intéressant, fait qu'on continue? Oui. OK. Donc, cannabis et dépendance, je vous l'ai dit, là, je vous ai donné la réponse, 9 des personnes, chez toutes les personnes qui vont avoir consommé le cannabis, il y en a 9 qui vont en devenir dépendantes. Le tabac, c'est 31 l'alcool, c'est 15 la cocaïne, 17 puis l'héroïne, 23 Donc ça, c'est à la fois des combinaisons là, d'études avec un modèle animal et un modèle humain. Par contre, chez ceux qui commencent à consommer, puis quand je dis commencent à consommer, c'est pas j'ai fumé un joint une fois, hein, c'est consommer de manière régulière durant l'adolescence, ce chiffre-là presque double. Donc, c'est 16 des gens qui ont commencé à consommer durant l'adolescence qui vont avoir un trouble d'usage de substances au cannabis en vieillissant. Au niveau du sevrage, donc ça, c'est, je ne vous apprends rien en disant que ceux qui arrêtent de consommer le cannabis, souvent, on voit une augmentation de l'anxiété. Et cette augmentation d'anxiété-là, elle apparaît après 1 ou 2 jours. Il va y avoir un pic de 2 à 6 jours, puis ensuite de ça, ça va redescendre. Puis en général, en 2 semaines, vous devriez être sorti là, de votre sevrage au cannabis. Quand on parle d'augmentation de l'anxiété, bien, ça vient avec toutes sortes de symptômes. Difficulté à dormir. Ça peut venir aussi, il y en a qui ont des maux de ventre. Ça peut, plus de cauchemars. Des gens là, plus irritables, plus de colère, dysphorie, nausée. Donc, c'est comme, en gros, c'est pas mal les symptômes là, qui sont présentés. Mais attention, demandez toujours à la personne si elle consomme du tabac avec son cannabis, parce qu'un sevrage au cannabis
et au tabac en même temps, les symptômes sont multipliés en termes de sevrage. Donc, peut-être c'est une bonne idée d'arrêter un, après ça d'arrêter l'autre, ou si la personne désire les arrêter les deux en même temps, parce qu'il y a des gens pour qui c'est plus efficace comme ça, bien, à ce moment-là, c'est de regarder avec un médecin pour voir des thérapies de remplacement, de substitution à la nicotine, des patchs, des sprays, de la gomme, peu importe, parce que avoir un symptôme de sevrage à la nicotine et au cannabis en même temps, ça peut faire en sorte que la personne trouve ça tellement désagréable qu'elle retourne consommer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prédire. Au niveau des traitements pharmacologiques, uniquement pour le cannabis, il y a eu quelques médications qui ont été testées, mais il n'y a rien, il y a eu une étude là, qui a regardé pas mal là, tout ce qui avait été essayé, puis il n'y a rien qui ressort comme étant là, la chose à prescrire pour favoriser un sevrage au cannabis. Donc, on n'a pas vraiment d'évidence claire à ce jour. Par contre, on sait que si la personne, par exemple, ne dort pas, bien, le sommeil, c'est super important. Les gens qui ne dorment pas bien, puis là, vous en avez peut-être parmi vous qui faisons de l'insomnie, là, soit ménopause ou enfant en bas âge, là. Mais vous le savez, là, ça augmente l'irritabilité, ça augmente le stress, ça augmente les symptômes dépressifs. Donc, le sommeil, c'est quelque chose de super important. Puis des fois, on oublie de le poser comme question, mais des fois, juste de prendre une médication pour le sommeil, pour favoriser là, ces premiers moments-là, ça peut faire toute la différence pour la personne. Mais chaque individu est unique, puis c'est un peu de l'essai-erreur avec chaque individu. Il n'y a rien qui est une recommandation pour tout le monde. En termes de, tu sais, je vous avais parlé là, au début de la présentation, on en a beaucoup de nos clients qui consomment le cannabis, mais ils disent « c'est pas un problème pour moi, puis je viens consulter pour mon problème de cocaïne ». Un truc intéressant sur le plan clinique à faire avec eux, c'est, on appelle ça un test de dépistage. Donc, le dépistage, en fait, c'est entre le repérage puis le dépistage, ce test-là. Ce que ça fait, c'est que ça nous indique si possiblement la personne risque de vivre des conséquences négatives de sa consommation. Donc, si possiblement elle aura un problème de consommation. Ce n'est pas un outil de diagnostic. Mais si vous répondez oui ou vous avez un score qui est plus que 7 à ces questions-là, bien, vous avez un petit examen de conscience à faire par rapport à votre consommation. Parce qu'il y a des très bonnes chances que vous soyez dans quelque chose qui peut ressembler à de la dépendance. Donc, ce qu'on demande comme question, elles sont en anglais. Je me suis fait dire qu'il existait une traduction. Je ne l'ai pas trouvée, mais elle doit exister. Donc, en gros, ce n'est pas très compliqué à traduire. Donc, vous demandez à la personne si elle a déjà fumé du cannabis dans la dernière année. Elle répond oui, non. Ensuite de ça, vous lui demandez, est-ce que vous avez déjà consommé en avant-midi? Donc, on sait que pour les adultes, on a une question dans le cage qui dit, est-ce que vous consommez en vous levant pour être capable de fonctionner? Mais là, c'est comme plus lousse. Puis c'est, est-ce que vous avez déjà consommé le matin? Ensuite de ça, est-ce que vous avez déjà fumé quand vous étiez seul? Donc, ça peut être un indice aussi. On le retrouve dans l'ADOSPA là, qui est fait pour les adolescents, la consommation seule. Est-ce que vous avez des problèmes de mémoire quand vous consommez le cannabis? Est-ce que vous avez des amis ou des membres de votre famille qui vous ont dit que ça serait peut-être une bonne idée de réduire votre consommation de cannabis? Est-ce que vous avez essayé de réduire votre consommation ou de l'arrêter sans être capable? Cette question-là, elle me fait bien rire parce que quand je travaillais en clinique avec des usagers qui étaient vraiment en pré-contemplation par rapport à leur consommation, ils me disaient « Moi, je pourrais arrêter n'importe quand si je veux. C'est juste que je veux pas, ça me tente pas. Hein? » Mais cette espèce de perception, sans jamais l'avoir essayé, que je suis capable d'arrêter n'importe quand, moi, je trouvais que c'était comme typique des gens en pré-contemplation. Donc, si la personne répond 1, 2 ou 3 ou 4, c'est intéressant là, comme item par rapport à son niveau de conscience, jusqu'à quel point elle peut être dépendante à la substance. Et ensuite de ça, est-ce que vous avez eu des problèmes en lien avec votre consommation, que ce soit une chicane, une bataille, un accident, des mauvais résultats scolaires, etc., puis lesquels? Chez les jeunes, des fois, ils vont attribuer les conséquences de leur consommation à autre chose. Par exemple, ils ont coulé un examen, puis ils savent, ils ont fumé du cannabis tout le long, qu'ils sont allés à leur cours. Mais eux, ils ne vont pas attribuer ça nécessairement au cannabis. Le prof était poche.
fallait que je fume du cannabis pour être capable de l'endurer. Puis c'est parce qu'il était poche que j'ai coulé mon examen. Donc, ils ne font pas nécessairement lien cannabis, échec scolaire. Donc ça, c'est intéressant à regarder avec eux. Comment ils font les liens? Qu'est-ce qui leur fait dire que ça se fait, que c'est certainement le prof? En quoi le cannabis aurait peut-être pu contribuer, on ne sait pas, mais peut-être aurait pu contribuer à amener des difficultés attentionnelles. Donc là, tu sais, on travaille comme on travaille avec quelqu'un qui est en précontemplation, on sème le doute à son esprit. Donc ça, au niveau clinique, ça peut être intéressant parce que chaque question peut amener des discussions. Même si c'est un outil qui est supposé être utilisé plus en première ligne, je me disais que ça pourrait quand même être un outil aussi utile pour vous, pour ouvrir le dialogue, puis aller voir là, différents éléments que vous n'auriez pas nécessairement abordés. Autre élément qui existe, ça s'appelle Stop Cannabis. C'est un site web et une application qui a été développée par les Suisses. Donc, ça s'appelle Addiction Suisse, ceux qui ont créé ce site web et cette application-là. Et ils ont créé aussi une série de brochures, je vous les ai mis ici, qui est informative sur le cannabis. Donc, l'application, je vous ai mis des exemples ici. Donc, elle questionne la personne sur comment elle se sent avant de consommer, combien d'argent elle met dans sa consommation. Donc, c'est à la fois un journal d'auto-observation. Quand je lisais, là, c'est sûr, je l'ai lu en diagonale, mais ça me semblait être beaucoup plus dans une optique de réduction des méfaits qu'une optique d'abstinence moralisatrice. Tu fais pas bien de consommer. Donc, je sentais que c'était vraiment pour amener la personne à être plus consciente de sa consommation. Donc, je vous invite à aller peut-être la regarder. Pour ceux là, qui sont accros à leur téléphone dans nos clients, ça peut être intéressant. C'est gratuit comme application, puis c'est en français. Il existe beaucoup d'autres applications, mais elles sont toutes en anglais. En français, c'est pas mal celle là, que je connais. Il y en existe une autre qui a été faite au Québec. Par contre, je n'ai pas trouvé la plateforme qui nous permettait d'y avoir accès. Elle avait été testée dans le cadre d'un projet de recherche, mais je ne pense pas qu'il y ait une sortie qui a été faite. Quand je vais le savoir, je vais vous tenir au courant de cette application. Autre élément à savoir, vous connaissez peut-être AlcoChoix, ou probablement vous le connaissez, qui est un programme pour les personnes qui veulent diminuer leur consommation d'alcool, qui n'ont pas nécessairement un problème d'usage d'alcool, mais par contre, ils consomment quand même au-delà des normes. Donc, ce programme-là est donné en CLSC. Il peut être fait en groupe, en individuel, ou la personne peut aussi avoir le manuel. Si vous voulez en entendre plus parler, je suis sûre que Louis-Vincent là, connaît très bien tous les petits détails de ce programme-là. Et il y en a un qui sortirait éventuellement avec le cannabis. Donc, il y a une collaboration avec des gens en Europe. Donc, c'est Hélène Simoneau qui s'occupe de développer cet outil-là en collaboration avec d'autres auteurs pour justement offrir un service pour les gens qui n'ont pas nécessairement une consommation qui est problématique de cannabis. Par contre, peut-être qu'ils aimeraient ça diminuer ou en tout cas réfléchir du moins à leur consommation. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui s'en vient sur lequel l'Institut universitaire travaille. On va vous tenir au courant. Et l'autre élément que vous pouvez consulter si vous voulez être au courant de qu'est-ce qui se passe, si vous voulez aller voir les projets de loi, si vous voulez aller voir c'est quoi les publicités que le gouvernement crée pour faire de la sensibilisation, sont sur ce site-là, qui est un site du gouvernement du Québec, encadrementcannabis.gouv.qc.ca. Donc, vous avez, ici, c'est une publicité là, qui a été faite pour les 18-25 ans. Sur l'encadrement du cannabis, vous avez quelques informations sur le cannabis, sur la loi. Vous avez accès à des vidéos du forum d'experts. Vous avez accès à des vidéos des consultations publiques. Donc, c'est un portail là, qui peut être intéressant à consulter si vous voulez en savoir plus. Peut-être une petite chose à mentionner par rapport aux publicités qui ont été faites au niveau de la sensibilisation. Ils ont été beaucoup diffusés sur Internet. Parce qu'il y en a qui disaient, je ne sais pas, moi, je n'ai pas la télé, là, mais qu'ils ne l'avaient pas vu à la télé. En fait, les applications YouTube, elle a beaucoup joué avant des vidéos YouTube. Et on sait que les jeunes vont être beaucoup sur les médias sociaux. Donc, ils ont lancé leur campagne, là, puis ils ont beaucoup investi pour qu'elle soit diffusée dans
médias sociaux. Donc, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez l'écouter là, sur le truc. Ces publicités-là sont pas mauvaises. Par contre, elles sont critiquées en termes d'efficacité, en termes de prévention. Il y a certains messages qui ont été, entre autres, une parodie dans RBO, là, mais qui reprennent là. Je peux avoir du fun sans consommer. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de la blague qui avait été faite. Bon, en tout cas, ils ont repris la même formule. Fait que là, il y en a qui ont dit que c'était pas efficace en termes de prévention, blablabla. Bla, bla, bla. Puis qu'en plus, il avait pris des comédiens d'une émission qui s'appelle Le Chalet. Il paraîtrait qu'il y a énormément de consommation de cannabis dans cette émission-là. Donc, ils trouvaient que ça faisait un peu incohérent. Et ces publicités-là, la santé publique n'avait pas été consultée pour ces publicités. Donc, c'est un autre élément là, que vous pouvez aller consulter. Mais à prendre avec un grain de sel. Alors, c'est tout pour ma présentation en termes de données.